Carrefour des arts, des civilisations, des cultures, des littératures. Mesdames et messieurs, amis de télévision Al-Bayan, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Notre invité ce soir est un homme. Il est communicant, journaliste, il est aussi écrivain bien entendu, c'est pour ça qu'il est là. Il est homme de lettres aussi, nous pouvons le dire sans embâche. Puis voilà, avec lui, nous parlerons d'une œuvre qui est parue, une œuvre de lui, bien entendu. Il s'agit de Penser pour une vie pieuse et heureuse. Noureddine Oyewole est notre invité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on dit Noureddine, le nom, ce n'est pas un secret. Ouais. C'est un secret de Polichinelle. Bien voilà. Sûr, Nour, la lumière. D'accord. Et Dine, la religion. Je parle surtout de votre personne. Ah oui. Connue en tout cas à travers les médias. Effectivement. Notamment par les fidèles d'Al-Bayan. Effectivement. Que ce soit radio ou télévision Al-Bayan. Effectivement. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous venez ici pour baptiser, disons comme cela, cette belle œuvre, cette nouvelle œuvre, ouais, qui est Pensée pour une vie pieuse et heureuse. Mais avant d'y mettre les pieds, oui, nous avons pour tradition de vous présenter en estimant qu'ils sont tellement nombreux, okay, ou elles sont nombreuses les personnes qui ne vous connaissent pas. Qui est Noureddine Oyewole? Si là vous posez la question. Oh, Noureddine Oyewole est un jeune, j'allais dire, hein. Voilà, un jeune ivoirien d'origine yoruba et qui a grandi à Beauville, qui a fait des études dans le domaine scientifique. Et puis bon, après avoir enseigné les maths, la physique pendant longtemps, est revenu à sa passion, qui est la communication. Et aujourd'hui, je suis communicant et j'interviens aussi dans d'autres domaines, notamment au niveau de la coopération transfrontalière. D'accord. Et c'est quoi cette coopération transfrontalière? Ah oui, vous savez que nos frontières ont été érigées par les colons. Et généralement, ce sont des espaces homogènes au niveau socio et linguistique. Et bien, les colons, soit grâce à une frontière naturelle comme une rivière ou même une montagne, ou bien quand ces interpleins sont venus tracer une frontière pour diviser ces gens qui vivaient ensemble. Et puis bon, du coup, on dit, vous êtes en Côte d'Ivoire et puis les autres sont de l'autre côté. Et il faut dire que ce mur-là a existé pendant longtemps parce que souvent, les parents d'une même famille souvent disent, bon, ceux-là, ils sont au Ghana, nous on est en Côte d'Ivoire, ou bien ceux-là sont... Vous voyez un peu. Alors qu'il y a une interaction de tous les jours. Ils sont dans leur milieu de tous les jours. Donc, ils sont en interaction perpétuelle. Et c'est cette interaction-là qu'on appelle la coopération transfrontalière. Elle peut dans tous les domaines, hein, au domaine culturel, domaine économique, domaine même j'allais dire, environnemental, domaine même politique locale, c'est-à-dire au niveau de la gestion politique locale, parce que vous savez que dans certaines régions, les rois viennent de l'autre côté. Pour être roi de ce côté, quand vous allez dans d'autres coins, puisque la forêt, c'est la forêt du même canton, mais qui traverse les deux frontières, vous allez voir que le chef de terre est de l'autre côté, pendant que vous, la forêt est de votre côté. Et même si vous devez l'exploiter, vous devez passer, aller voir le chef de terre. C'est tout ça qui constitue la coopération transfrontalière. Mais surtout, c'est important aujourd'hui parce qu'on a, au niveau de nos frontières qui étaient pendant longtemps délaissées, il y a une sorte de criminalité de tout genre qu'il y a aux frontières parce que souvent, c'est un lieu qui est loin de la capitale. Donc, on ne sent pas trop l'État. Donc, du coup, les groupes, j'allais dire, criminels s'y installent. Surtout, on voit aujourd'hui avec le terrorisme. Et donc, aujourd'hui, l'aspect sécuritaire qui oblige nos États à collaborer au niveau de la sécurité. Donc, il y a aussi comme une coopération transfrontalière au niveau de la sécurité. Donc, pour dire que la coopération transfrontalière touche tous les domaines qui mettent en interaction des peuples, ou bien des populations, ou bien des autorités de deux côtés d'une frontière. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas mis en mal avec l'actualité du terrorisme qui a suscité des méfiances? Oui, c'est mis à mal parce que, vous savez, ce n'est pas les populations qui mettent à mal cela, parce qu'elles sont dans leur milieu naturel. Elles vivent comme s'il n'y avait rien. Elles s'en foutent des frontières. Mais c'est l'extérieur qui vient bousculer la réalité locale, j'allais dire le calme local. Parce que quand on installe par exemple un barrage militaire, vous voyez qu'on perturbe leur vie. Lorsque par exemple il y a une maladie qui sévit, ça traverse les frontières. Vous avez vu avec le Covid, on a dû fermer les
frontières parce qu'on s'est dit, bon, il faut éviter la contagion et ainsi de suite. Donc, c'est les chocs extérieurs qui viennent perturber. Mais sinon, les frontières ne sont pas mises en balle. C'est en cela aussi que le gouvernement, enfin tous les gouvernements à travers l'Afrique, font un effort aujourd'hui pour que la question de la gestion, de la gouvernance des frontières soit prise au sérieux pour que ça devienne un espace de sécurité, un espace de développement, un espace de coexistence pacifique. Et je pense que c'est à cela que nos gouvernements s'attellent, notamment en Côte d'Ivoire avec la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, pour que cela soit accessible aux populations, il faut bien entendu passer par des canaux. Ah oui, parmi lesquels il y a l'écriture. Bien sûr, l'écriture. Vous savez que l'écriture, c'est le canal le plus important de transmission du savoir, de transmission du message. Même si après, on le rend vocal, mais d'abord, c'est les écritures. Vous imaginez un exemple. Si le gouvernement prend une circulaire pour dire que, bon, on ferme les frontières, ça se prend sur papier. C'est l'écriture. Mais regardez l'impact. Du jour au lendemain, les gens qui allaient venir ont dit, oh, vous ne pouvez plus passer. Mais c'est une écriture qui est venue mettre fin à cette libre circulation. Après, quand on ouvre la frontière, c'est encore une écriture qui vient du dorénavant. Les frontières sont ouvertes. Donc, on voit l'impact de l'écriture dans la vie de tout le monde, même si les gens ne s'en rendent pas compte, j'allais dire, au premier abord. Voilà. Vous êtes aussi connu à travers vos chroniques à Radio Al-Bayan. Effectivement. Là-bas, je D'où est venue l'inspiration de ces chroniques? Oh, vous savez, c'est toute une histoire. Ce qu'on rend, c'est la somme de savoir, de tout ce que nous avons lu. Voilà, j'allais dire, c'est une accumulation de lecture, une accumulation d'activités, parce que aussi, n'oubliez pas que je suis engagé au niveau du militantisme islamique. Donc, j'ai été même président de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dit que toute ma vie, j'ai toujours été engagé dans ma communauté au plateau de Courchevuy. Je suis le secrétaire général de la communauté. Donc, ça fait partie de ma vie, le militantisme. Mais vous comprenez que en militant, vous lisez, vous apprenez, vous côtoyez les chouks, vous côtoyez ces grands érudits. Et comme moi-même, la lecture est une passion, ben, on a lu beaucoup de livres. Et résumé, enfin, au bout du compte, on a quand même une petite accumulation, un amas de savoir. Et on a envie après de rendre. Et donc, je pense que c'est ça le résultat des chroniques que nous faisons. Et c'est surtout ce qui vous a prédisposé aussi à l'écriture? Bien sûr, vous savez, à force d'écrire tous les jours, on avait, ceux qui savent, dans les années 90, on avait déjà créé au plateau de Cru, la GMCI du plateau de Cru, un journal de la forme de ce livre-là qu'on appelait Al-Azan. Et Al-Azan, je vous assure, était un journal... C'est l'appel à la prière? L'appel à la prière, parce qu'on voulait appeler les gens à l'islam. D'accord. Et donc, c'était un journal qui était diffusé, enfin, vendu partout à Abidjan, les sites universitaires, la mosquée du plateau. C'était à 50 francs, mais ça a été un... À 50 francs? À 50 francs. Ça a été un cadre d'exercice à l'écriture. Moi, je faisais les éditos. Vous voyez que ce journal a vécu pendant près de 14 ans. Donc, pendant tous les mois, ça a apparu pendant 14 ans. Donc, du coup, il y a eu cet exercice d'écriture. Et je pense à tous mes amis. J'allais d'un clin d'œil à tous ces frères et sœurs avec qui on a fait cette belle aventure. Et vous voyez, ça a eu un impact dans leur vie. Aujourd'hui, beaucoup sont des hauts cadres. Et ça leur a permis de rentrer soit à l'ENA, dans les grandes écoles où il y a des concours, et sur la synthèse, qui amène à réfléchir. Donc, c'est dit que le forgeron, c'est parce qu'il a forgé. Si on écrit, c'est parce qu'on a pris l'habitude d'écrire. On n'est pas écrivain ex nihilo, mais on sait ça écrire. Et l'écriture, à un moment donné, comme toute activité, quand vous atteignez un certain seuil d'activité, ça devient aisé. Ça devient aisé, donc voilà, c'est ça. D'accord. Et puis voilà, c'est vrai que vous êtes communicant, mais surtout avec la cerise sur le gâteau, c'est votre penchant aussi pour les mots, les expressions. Oh, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? C'est parce que tout se fait par les mots? Oui, vous savez que... Tout réside en les mots? Dans les mots, parce qu'à la base, moi, je suis mathématicien et j'aime bien formaliser. On s'est dit, en mathématiques, vous savez, c'est une propriété. On vous dit, tel phénomène, on arrive à l'exprimer à travers une propriété. Et cette propriété-là, résume la manifestation de ce que nous avons vu. Et donc, l'esprit de formalisme est en moi. Et donc, j'aime bien les mots, les expressions qui permettent de formaliser, de symboliser, de synthétiser une situation, une idée. Et c'est plus aisé de comprendre. Voilà. D'accord. La poétesse Mosokoro Bamba a donc raison de dire que tout le monde est poète. Il y a de la poésie en chacun d'entre nous. Oui. Nous allons poursuivre en tout cas dans cette lancée, juste après notre rubrique La Passerelle. Merci.
Je connais l'auteur Nourdine Oyewole depuis mon enfance. Donc, c'est un ami proche de mon frère aîné et je l'ai rencontré dans le cadre de leurs activités de rédaction pour un journal à la mosquée qui s'appelait Al-Bayan. Donc, je le connais en tant que, on va dire, journaliste pour ce journal-là et aussi en tant que conférencier. Et je découvre pour la première fois une de ses œuvres littéraires, à savoir l'œuvre intitulée « Penser pour une vie pieuse et heureuse ». El Hadj Nourdine Oyewole, le présenter de façon succincte, je dirais, à deux volets, l'intellectuel et, secondo, le croyant engagé. L'intellectuel, lui, qui, j'allais dire, notre inspirateur. Très tôt, nous avons été orphelins. Et étant le plus âgé de cette famille, il nous a inspirés. Il a été notre éducateur, notre formateur. Et son cursus scolaire à Beauville, avant de venir à Abidjan, il fut parmi les meilleurs du lycée moderne d'Agboville, avec son baccalauréat mention bien. Il a eu une maîtrise en MPCT. Il a enseigné les mathématiques pendant un bon moment. Mais sa passion a été toujours liée à la communication. Homme de culture, certes, mais surtout la communication et le journalisme. Nous l'avions vu commenter des matchs de football à Beauville, organiser certaines activités culturelles, mais focus sur le journalisme. Ce qui l'a beaucoup plongé dans la lecture très tôt, bien que scientifique. Un bon scientifique est un bon littéraire, c'est ce qu'il nous disait toujours. Donc sa passion de la littérature, ou j'allais dire de la communication, du livre, ne date pas d'aujourd'hui. Donc le voir dans cette nouvelle étape ou cette nouvelle dynamique de son engagement ne nous surprend guère. L'homme militant, le croyant engagé, c'est ce que nous l'avons toujours vu faire depuis à Beauville jusqu'à venir à l'université, où il a occupé certains postes de responsabilité d'associations de jeunesse islamique telles que l'AEMC, la JMCI. Et il a été toujours un homme engagé dans tout. Un homme engagé, un homme véridique, bien que pas parfait, mais un homme engagé, un homme de conviction. Et donc, à travers ce que nous avons pu parcourir dans sa première œuvre, qui est « Penser pour une vie pieuse et heureuse », ne nous surprend guère. Pour nous, ce n'est qu'une étape. Et cette soif qu'il a créée en nous, là, nous espérons qu'il pourra étancher aussi longtemps cette soif-là, parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est une production intellectuelle et spirituelle inachevée. Il y a beaucoup de choses qui restent encore et nous espérons que cela ne sera tardé après cette première parution. Nous lui souhaitons bon vent. Inch'Allah, qu'Allah l'assiste et l'inspire toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Retour sur notre plateau après cet élément de la passerelle. Quel sentiment lorsque vous entendez des propos pareils? Le journaliste, le communicant, le conférencier, le croyant engagé et bien d'autres. Bon, vous savez, c'est bien que les autres nous jugent. Qui ne soient pas de vous, hein, bien voilà, entendu. C'est bien que les autres nous jugent. Ça nous permet nous-mêmes de voir peut-être le parcours qu'on a fait, les actes qu'on a posés, parce qu'on est appelé à partir un jour. Peut-être qu'on ne sera plus là, c'est comme ça qu'on va parler de nous, ça nous réjouit. Mais en même temps, comme ça nous oblige à être toujours à la hauteur, à poursuivre dans cette lancée-là. Et comme ils ont fait des bénédictions, que vraiment Allah agresse ces bénédictions. Et que, comme ils ont dit, c'est une étape, parce qu'il y a longtemps que tout le monde me disait, mais là, Nourdine, il faut qu'on attend ton livre, on attend ton livre. C'est un premier pas, on espère que ça va être le déclic. Il y en a beaucoup dans le tiroir. Qui va permettre... qui vont sortir. Inch'Allah. D'accord. Il a dit le croyant, mais en y ajoutant le prédicat engagé. Le croyant engagé, oui. Selon vous, y a-t-il une différence entre le croyant simple et le croyant engagé? Ah oui. Non, vous savez, je commence d'abord par profiter de cette antenne pour rendre hommage au Cheikh Boakari Fofana. Rahimullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parce que comme on le dit,
quand on dit à Beauville, on quitte nos contrées, l'intérieur du pays, et puis on arrive à Abidjan, à ce moment-là, c'est la Côte d'Ivoire des années fin 80, début 90, on voit ce bouillonnement et on voit quelqu'un, vraiment un intellectuel, un haut cadre qui est engagé pour l'islam. Ouais, c'est différent de tout ce qu'on voyait. Et donc cet engagement-là, il nous l'a communiqué. On a vu en lui comment, parce qu'on a compris très tôt que pour faire bouger les choses, pour qu'on sorte de cette sorte d'immobilisme, cette routine qui nous enfonçait, j'allais dire, qui nous infantilisait en tant que musulmans, je veux dire en Côte d'Ivoire, il fallait s'engager pour une certaine forme de réforme institutionnelle, réforme même communicationnelle, parce que vous voyez, le Cheikh Boukari avec l'émission Allah Akbar, il y avait une autre façon de communiquer qui nous touchait, et je pense que tout ça là, on l'a reçu de lui. Et aujourd'hui, du coup, on s'est dit, ben, on va s'inspirer, on va faire comme lui. Et donc, on a compris très tôt que si on ne s'engage pas, on ne changera pas. Et Dieu merci, le monde ne changera pas. Et on a vu que, dans nos lectures, quand on lit la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ouais, c'est l'engagement. C'est l'engagement qui transforme cette contrée arabique aride, arirée, qui au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, un siècle après, devient une contrée rayonnante, avec des intellectuels, avec des valeurs spirituelles, avec une réforme sociétale qui va même jusqu'à toucher le monde entier. Donc c'est l'engagement. Tant qu'on n'est pas engagé, on ne peut rien obtenir. C'est pourquoi j'aime bien dire à nos jeunes frères aujourd'hui, ou bien aux musulmans, c'est vrai, déjà, c'est bien d'aller à la mosquée, de revenir, de faire ses zikrs, mais il faut plus que ça. Il faut s'engager à quelque chose. L'engagement, par exemple, à donner pour Allah. L'engagement à participer aux activités de la communauté. Vous allez voir, c'est toujours un groupe qui s'engage. Mais la majorité, elle assiste. Non, il faut que tout le monde s'engage. Vous voyez que s'il y a plus de personnes qui s'engagent, avec sincérité, hein, avec ça aussi c'est important, avec l'intention de servir Allah, il est évident que l'impact sera énorme. Mais le premier engagement que moi j'aime demander aux gens, c'est d'abord l'engagement au niveau de sa famille. Oui, c'est la question que justement, en tout cas, que je posais. Voilà, l'engagement. Comme si vous étiez dans mon esprit. Oui, l'engagement au niveau de la famille, parce que, vous voyez, c'est le manque d'engagement aujourd'hui qui fait que nos familles sont aujourd'hui déstructurées, déstabilisées. Nos parents avant, ils étaient engagés. L'engagement, c'est quoi? Édicter des règles. Oui. Et faire en sorte, mettre les moyens pour que ces règles-là soient respectées. Tu dois manger à telle heure. Tu dois être à la maison à telle heure. Tu dois avoir tel comportement. Mais c'est le père qui s'engage pour que les enfants respectent. Si vous ne vous engagez pas, tout le monde fera ce qu'il veut dans sa maison. Ah oui. Donc nos parents avant, ils étaient très, très engagés. La preuve, quand ils quittaient peut-être le nord ou bien l'extérieur pour venir s'installer, premier acte, ils vont forcément créer une petite mosquée, ils vont créer une madrasa à côté, parce qu'ils ont ce souci pour dire, sans cet engagement, mais ils vont devenir mécréants. Peut-être eux-mêmes peuvent être musulmans, mais leurs enfants risquent d'être mécréants. Donc, ils ont créé des structures, même si elles étaient traditionnelles, pour nous obliger à avoir le message de l'islam et surtout à faire perpétuer cette flamme de l'islam. Donc, c'est les différents types d'engagement qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, quand je voyage à travers le pays, que je vois ces grandes... Vous arrivez dans un village, vous allez le voir, les gens vivent peut-être sous des pailles et autres là-bas, mais il faut un effort pour que la mosquée soit une maison en dur, resplendissante au milieu. Vous voyez, nos parents projettent une image que nous, on n'a pas à Abidjan. Hein. À Abidjan, on a de grosses villas, nos duplex. Oui. Et puis, on peine à construire nos mosquées. Quand vous allez à l'intérieur, nos parents, les maisons sont des maisons modestes. Oui. Mais quand vous voyez la mosquée, elle est imposante. Oui. C'est un type d'engagement que nous, on n'a plus à Abidjan. Oui. Parce que nous, on est focalisé sur nos intérêts particuliers. Mes enfants doivent faire telle étude. C'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a avancé pour demain? Donc tout ça, c'est différents types d'engagement. Et je veux dire aussi, l'engagement n'est pas seulement que religieux, mais un engagement civique. Oui. Dans son quartier, qu'est-ce qu'on fait? Il y a différents types d'engagement. On peut être dans une ONG qui lutte contre tel fléau, qui aide tel type de personnes. Donc il faut dans la vie avoir, j'allais dire, un domaine où on est engagé. Quand vous avez ça, ça vous construit, ça vous permet d'exister. Et vous, ça vous transforme. Et comme la nature, comme le disait Lavoisier, oui, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Oui. Ce qu'on donne à la vie, aux autres, à la nature, ça nous revient.
tel qu'on l'a donné, même meilleur. Donc, c'est dit que quand vous vous engagez, au bout du compte, plus tard, c'est vous qui allez recevoir les retombées. Pour vous-même et pour votre entourage. Et pour ceux pour qui vous avez travaillé. C'est bien de voir, par exemple, quelqu'un, par exemple, vous regardez nos parents, leur engagement social ou même sociétal, quand dans le temps, il n'y avait pas d'internat. Mais c'est une sorte d'engagement. Ils voient des gens, ah papa, on cherche un tuteur, on dit, bon, viens vivre chez nous. C'est un engagement à éduquer les enfants d'autrui. Et quand vous le faites, vous aussi, demain, il est évident que quand vos enfants seront quelque part, ben, ils auront des gens pour les prendre en charge. Dieu va les destiner à réussir. Donc, vous voyez, c'est bon, on va en parler, c'est de tout ça qu'on parle dans le livre. Pour dire, il faut qu'on soit engagé. Un homme ne doit pas vivre comme ça, de façon, j'allais dire, incognito, traverser la vie. Il faut des lignes. Il faut des lignes, il faut poser des actes. Il faut des balises. Voilà, il y a tout. Moi, j'aime bien nos mamans. Oui. Nos mamans sont toujours engagées. Parce qu'elles sont des activités communautaires. Vous allez voir, c'est elles qui s'occupent bien des mariages en famille. C'est elles qui sont soucieuses de mettre les gens ensemble, de telle chose. Elles sont toujours engagées. Mais c'est les hommes qui sont souvent moins engagés autour d'un grain, en train de passer le temps et autres là-bas. Mais vous allez voir les mamans toujours engagées, que ce soit au niveau économique, au niveau social. À tous les niveaux, elles sont actives. Et c'est ce qui fait aussi que vous allez voir, partout dans le monde, les femmes ont une espérance de vie plus longue que celle des hommes parce qu'elles savent occuper leur âme à des choses qui sont profitables. Et par exemple, les hommes, malheureusement, la plupart n'ont pas d'engagement. Et quand la nature a horreur du vide, quand vous ne faites rien, c'est ce que vous ne désirez pas qui va remplacer ce que de vous faire. Donc il faut toujours chasser, j'allais dire, aseptiser son alentour, son âme, en y inculquant ce qui est bon pour vous. Mais si vous ne faites rien, ce qui n'est pas bien pour vous, ce que vous ne désirez pas, viendra s'installer. Donc, l'engagement permet soi-même de se protéger et de donner un sens à sa vie. D'accord. Et puis voilà, pour rendre en tout cas toutes ces pensées digestes, vous avez choisi de ne pas faire trop de volume dans votre livre. Bien sûr, bien sûr. Moins de 100 pages. Moins de 100 pages parce que je sers aujourd'hui les hommes. La plupart d'entre nous sommes devenus un peu paresseux. Parce que avant, je comprends aussi, on fait plusieurs choses. C'est-à-dire on s'occupe à plusieurs choses. Et généralement, des choses qui vont nous rapporter des retombées matérielles. Voilà. Les gens sont occupés à ce qui peut leur procurer de l'argent, la joie. En tout cas, c'est factuel. Or, l'œuvre d'esprit, la littérature, l'écriture, c'est abstrait. On a l'impression qu'on ne voit pas les retombées. Or, pourtant, ce n'est pas ça qu'on se construit. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas trop le temps de lire. Donc, pour que les gens, quand vous faites une œuvre, pour que ça soit attrayant, d'abord, les gens regardent, c'est combien de pages? Et quel est le volume? C'est écrit en tel type de caractère. Donc, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose qui puisse attirer les gens à lire, parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans le livre. Et donc, si c'est écrit non pas volumineux, déjà, ça incite à lire. Et du coup, c'est comme une sorte d'appât qui permet au lecteur de se procurer le livre et donc de le lire pour savoir ce qu'on a écrit dans le livre. D'accord. Merci bien en tout cas pour tous ces mots. Alors, il est l'heure de notre rubrique « Qu'en dites-vous » ? Retour sur notre plateau. Voilà, monsieur Nourdine Oyewole. Oui. Il faut des réformes dans tous les engagements, dans tous les secteurs. Et cette fois-ci, engagement fondé sur la spiritualité, la connaissance de Dieu et de l'homme, véritablement. Qu'en dites-vous? En observant, devenu une sorte d'observateur de la société, on s'est éloigné de la vie. On s'est éloigné même de la nature. Or, la nature nous parle. Il suffit seulement d'être observateur. Vous savez, dans l'ancien temps, nos aïeux, ils avaient un rapport, j'allais dire, un rapport de complémentarité avec la nature. Voilà, ils savaient lire tout dans la nature et la nature n'était pas leur ennemi. Nous, on a un rapport conflictuel avec la nature. On peut tout détruire. Regardez aujourd'hui le dérèglement climatique. Pourquoi? Pour des gains, pour des recherches de gains. Or, la nature est notre allié. Il faut avoir un rapport, j'allais dire, de complémentarité, de complicité avec la nature. Et quand vous arrivez à ça, vous arrivez à lire la nature. Et quand la nature vous parle, les règles, comme je vous ai dit, je suis mathématicien, les règles de la nature
vous vous en appropriez. Et ça devient, ça fonde votre façon de vivre. Et ça vous met en harmonie avec la nature. Donc c'est cette observation qui m'a obligé à me dire, bon, tous les vendredis, il faut que je parle aux gens, ceux au moins qui peuvent, à qui j'ai accès. À travers Dieu merci, aujourd'hui, nous avons les plateformes avec les médias sociaux, ma page Facebook, les différentes plateformes WhatsApp, Telegram que nous avons. Et donc, chaque vendredi, selon un événement qui m'aura marqué durant la semaine, j'essaie de sortir une pensée mais toujours en convoquant d'abord la nature. Voilà, je convoque la nature parce qu'on est d'accord. Si on dit il pleut, tout le monde est d'accord qu'il pleut. Bien sûr. Voilà, donc cet événement-là peut être en rapport avec le fait qu'il pleut. Et donc je fais cette jonction comme une propriété mathématique et puis je donne l'application dans la vie de tous les jours. Et donc cet exercice, je le faisais depuis de façon bénévole, ça m'amusait de le faire. Et puis j'ai vu qu'au fur et à mesure, il y avait des retours pour montrer que ça avait un impact. Chacun disait, mais Nourdine, André, c'est comme si tu savais ma situation. Cette pensée vient à propos parce que vraiment ça m'a aidé à régler tant. Ainsi de suite. Donc du coup, les jours où je me disais, bon, aujourd'hui j'étais paresseux là. Les gens m'interpellaient, mais tu as quoi? Est-ce que tu es malade? Et autres là-bas. Du coup, ça m'a obligé à m'investir, à rechercher une pensée chaque vendredi. Et c'est une première compilation de ces pensées-là et que j'ai classifié, ça m'a permis de classifier en 4 catégories. Et donc, quand vous les parcourez, la première, c'est la vie. Quel est le sens de la vie? Et la deuxième, c'est notre rapport à Dieu, le chemin vers Dieu, le chemin vers Allah. La troisième, c'est ce que nous recherchons tous, le bonheur. Comment rechercher le bonheur? Et puis enfin, bon, il y a la 4e partie qui parle de quelques règles de vie. Comme s'ils mettaient des propriétés. D'accord. Et ces règles de vie, nous en parlerons très prochainement. Inch'Allah. En vous retrouvant, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'était en tout cas Carrefour avec notre invité Nourdine Oyewole, auteur de Pensées pour une vie pieuse et heureuse. En espérant vous retrouver pour un autre numéro de Carrefour, et pourquoi pas avec le même auteur. Et ne l'oubliez pas, le Carrefour des arts, des civilisations, des cultures, des littératures, c'est ici à Télévision Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.